Bonjour à tous. Merci beaucoup d'être venus si nombreux parler de SQL. Je vous avoue que je ne m'y attendais pas. Je me suis dit, il n'y a pas beaucoup de chaises dans cette salle et tant mieux parce qu'elle risque d'être vide. Mais au contraire, vous avez bravé la peur de venir parler de SQL à une conf PHP. Donc, je suis fier de vous. On est parti. Donc, on va parler des CTE et en quoi ça peut être intéressant pour vous. Et j'aimerais vous réconcilier et que vous puissiez aller au-delà de ce que les ORM vous proposent. Avant de commencer, un tout petit peu sur moi et sur WideOp. Donc, on est une agence spécialisée sur Symfony depuis maintenant 15 ans. Et voilà, les loulous, ils sont là. Ils sont d'ailleurs devant, ici. Merci d'être venus. Et donc, on a une expertise sur Symfony, Silius, Vue.js et AWS. On essaye de faire peu de choses, mais de les faire bien. Et on essaye de rester petit pour rester à taille humaine. On est à Lille. Et donc, coucou à tous ceux qui viennent des Hauts-de-France. On pourra boire une bière après, avec plaisir. Alors, pourquoi vous parlez des CTE? Il y a la problématique des ORM qui en est une, qui a tendance à masquer ce qu'on peut faire avec la base de données. Il y a aussi, je trouve, un manque de maîtrise du SQL de manière générale par les développeurs applicatifs. Et c'est dommage parce qu'on peut faire des choses très puissantes en SQL qui restent le système de base de données prépondérant, dominant dans nos projets métiers. Et j'aimerais au moins que vous sortiez de ce talk avec l'envie d'aller plus loin en SQL. Je vais vous présenter une fonctionnalité avancée, entre guillemets, parce que vous allez voir, c'est loin d'être compliqué. Il y en a beaucoup d'autres. On pourrait peut-être faire un talk là-dessus d'ailleurs. Mais voilà, j'aimerais que vous sortiez avec l'envie d'aller plus loin et peut-être dans vos projets, ce serait top. Pour vous donner une idée, les CTE, ça date d'il y a longtemps. Dans le standard, SQL, c'est depuis les années 2000. Ça a été implémenté dès 2005. Vous voyez, ça remonte quand même. 2005, c'était il y a 20 ans. Il n'y a que MySQL qui a pris un petit peu de temps. Depuis MySQL 8, ça va mieux. Ils se sont fait doubler par MariaDB d'ailleurs là-dessus. C'est assez rigolo. Mais bon, maintenant, c'est partout. Vous pouvez les utiliser sans risque. C'est maîtrisé, ça marche. Alors, qui connaissait les CTE avant d'arriver ici? Quand même. Et qui en a déjà mis dans ses projets, par contre? Oui, donc assez peu. Tant mieux. Vous allez apprendre quelque chose, ça me fait plaisir. Alors, qu'est-ce que c'est qu'une CTE? C'est une Common Table Expression. Ça parle pas plus, finalement, quand on dit Common Table Expression. C'est une requête avec un with, dans laquelle on va avoir deux parties. La première partie, c'est la CTE en elle-même. Je vais faire une requête et je vais la wrapper autour avec un nom, qui est le nom de ma CTE. Je vais déclarer des colonnes. Et ça va me donner un résultat set qui est exploitable dans le reste de ma requête, dans ma requête principale. Et ça va se comporter finalement comme une table. Le résultat de ma CTE, c'est une table dérivée que je vais pouvoir exploiter dans ma requête principale. Je vais pouvoir faire des jointures dessus, je vais pouvoir aller chercher des colonnes, etc. etc. Donc, c'est un résultat temporaire et il n'existe que pendant la durée d'exécution de ma requête. Contrairement à une table temporaire ou à une vue, la CTE, une fois que ma requête est terminée, elle disparaît. Et c'est utilisable une ou plusieurs fois dans la requête parente, où on peut même chaîner les CTE, et vous allez voir, c'est très intéressant. Ça fonctionne avec select, mais ça fonctionne aussi avec les requêtes qui altèrent les données. Et ça aussi, ça peut être un vrai avantage. Alors, on va faire une mise en situation pour vous illustrer ça avec des exemples et pas rester trop dans la théorie. Et cette mise en situation, on va la faire en Postgre. Pourquoi? Parce que ce serait compliqué de vous montrer toutes les différences et les subtilités qu'il y a entre chaque SGBDR. En l'occurrence, tout ce que je vais vous montrer là peut marcher partout. Il y a quelques nuances parfois, je vous les pointerai du doigt. Mais globalement, Postgre est quand même plus respectueux du standard SQL que MySQL. Désolé, donc on va rester là-dessus.
Avant de vous parler des exemples, voilà, mes avocats m'ont imposé de mettre cette slide. Donc dans la suite du talk, tout ce que vous voyez qui pourrait, s'apparenter, voilà, à des personnes connues ou ayant existé, voilà, c'est purement fortuit, vous m'en excuserez. Notre exemple d'application qui va nous guider pendant tout le talk, et pour que vous puissiez vous repérer, c'est Ping Pong Manager. Donc imaginez que vous aimiez jouer au ping-pong, que vous aimiez jouer au ping-pong au travail, bien entendu, et que vous aimiez tellement jouer au ping-pong que vous ayez développé une application fictive, bien entendu, avec des scores, des statistiques, le suivi des matchs, un classement, etc. Vraiment, on parle ici de quelque chose de purement imaginaire, hein. Voilà, restez avec moi, on va y arriver. Petite dédicace à la FFTT. On vous aime les Lebrun, on pense à vous. Voici le modèle de données de cette application qui va nous accompagner pendant le talk. En réalité, elle est simple, il y a 5 tables. Des matchs, des joueurs, des scores entre les matchs et les joueurs, table de jointure. Il y en a 2 parce qu'il y a 2 joueurs dans un match et on va y stocker ici les points de chaque joueur. Des saisons et une table de jointure entre joueurs et saisons pour que les joueurs puissent participer à une saison. Et vous voyez, il y a 2 colonnes qui nous intéressent, Elo et Elo Earned, dont on va beaucoup s'appuyer pendant ce talk, car je vais vous expliquer ce que c'est. Le Elo, c'est un classement qui a été inventé par un mathématicien hongrois qui s'appelle Arpadelo. Elo, ce n'est pas un acronyme, c'est son nom tout simplement. Et ça permet de transformer des probabilités de victoire ou de défaite entre des joueurs en un nombre qui permet ensuite de générer un classement. C'est très utilisé aux échecs, c'est pour ça que ça a été inventé, mais c'est utilisé aussi dans beaucoup d'autres sports, au football par exemple, ou dans les jeux vidéo notamment. Comment ça fonctionne? Vous voyez, par exemple, j'ai 2 joueurs qui vont s'affronter, le rouge et le bleu. Le rouge a un elo plus important que le bleu, donc sa probabilité de gagner est beaucoup plus forte. Donc si jamais c'est le rouge qui gagne, il va gagner finalement peu de points elo, et le bleu va perdre en retour peu de points lui aussi, parce que la probabilité que le rouge gagne était beaucoup plus forte. Si par contre c'est le bleu qui gagne, eh ben, il va gagner beaucoup plus de points pour compenser le fait qu'il avait une probabilité faible de gagner. Et ça permet comme ça, au fur et à mesure que les joueurs font des matchs, d'équilibrer cette échelle et d'avoir une représentation réaliste du niveau de chacun. Et ça permet notamment une fonctionnalité très intéressante, c'est de classer des joueurs entre eux alors qu'ils ne se sont jamais affrontés. Ça, c'est cool. Alors, rentrons dans les exemples. On va commencer simple. On va essayer de trouver les joueurs qui ont un score Elo au-dessus de la moyenne pour chacune des saisons. On va s'appuyer sur les données que vous voyez à l'écran. Donc les joueurs, bien entendu, avec leur nom, la jointure avec Player Season. Comme ça, on a chacune des saisons avec le Season ID et bien entendu le Elo de chaque joueur pour trouver lesquels ont un Elo au-dessus de la moyenne. Pour que vous vous repérez bien, on va commencer avec une subquery. Normalement, ça vous connaissez. On commence par calculer la moyenne du Elo pour les saisons. Ensuite, on met ça dans notre requête principale et ici, on va avoir le nom du joueur, la saison et son Elo. Et puis, on va venir faire un where le Elo du joueur est supérieur à la moyenne du Elo. Là, vous allez me dire, il y a un problème parce que je fais la moyenne du Elo sur toutes les saisons confondues. Comment on va faire ça avec une sous-requête? On va venir rajouter une petite ligne, c'est ici. Season ID égale PS Season ID. Qu'est-ce que ça fait ça? C'est un petit peu plus complexe qu'il n'y paraît parce qu'en réalité, on vient de faire une sous-requête corrélative. On est obligé de faire ça avec une subquery ici parce qu'on veut comparer le Elo du joueur à la moyenne du Elo d'une saison donnée. Et donc, on va faire une comparaison ligne à ligne avec une sous-requête corrélative à la requête parente. Donc, vous voyez finalement cet exemple qui paraît simple avec une sous-requête, il est quand même un petit peu complexe à réaliser. Ça nous donne ce résultat-là. Vous voyez, j'ai tous les joueurs, la saison et le Elo. Et donc ici, je n'ai sorti que les joueurs qui ont un Elo au-dessus de la moyenne. On va faire maintenant la même chose avec une CTE. On recommence du point de départ. Jusque-là, tout va bien. La différence ici, c'est qu'on fait une première requête et on va pouvoir réaliser quelque chose de plus explicite. On va pouvoir tout simplement group by season
et on aura la moyenne du Elo par saison. Ça, on va le mettre dans une CTE, on va lui donner un petit nom sympa, la moyenne du Elo pour toutes les saisons. Et on va l'exploiter ensuite dans une autre requête où on va chercher de la même manière le nom du joueur, la saison, son Elo. Et ici, on va pouvoir join sur la CTE. C'est une table comme une autre. Et comme elle contient elle aussi le Season ID, je vais pouvoir faire une correspondance et une jointure entre ma requête et ma CTE. Derrière, ce sera du coup très simple de comparer le Elo du joueur supérieur à la moyenne du Elo pour une saison donnée. C'est exactement le même résultat, je ne vous l'affiche pas, que la requête précédente. Mais si on les met côte à côte, on se rend compte que avec la CTE, on est un peu plus verbeux. Par contre, on est beaucoup plus clair. C'est facile à comprendre, c'est facile à décomposer et l'ordre de lecture des éléments est beaucoup plus logique aussi. Je commence par lire une CTE, je comprends ce qu'elle fait, elle a un nom clairement identifié et je vais ensuite la retrouver dans la requête sous-jacente. Avec son nom, je comprends la jointure, c'est clair. Ici, dans la sous-requête, déjà, il y a un problème, c'est que l'ordre de lecture n'est pas logique. On commence à lire la requête principale, puis finalement, on se rend compte qu'il y a une autre requête qui fait autre chose, et ensuite, il faut revenir dans la requête principale pour lier les deux bouts et s'y retrouver. Et c'est d'autant plus complexe qu'ici, c'est une sous-requête corrélative, et les effets de bord qui y sont liés peuvent être difficiles à détecter. On va passer à un autre exemple. On va mettre plusieurs CTE dans une requête. Ici, on va chercher à calculer le Némésis. Qu'est-ce que c'est un Némésis? Pour un autre joueur, c'est le joueur qui m'aura fait perdre le plus de points Elo sur une saison donnée. En gros, la balance de Elo qu'on a entre nous est plutôt négative et il m'a éclaté, tout simplement. Donc, on va exploiter les relations que vous voyez à l'écran, toujours les joueurs. On va aller chercher les scores parce que dedans, on a le Elo Earned. Donc, c'est les points qu'on a échangés à chaque match en positif ou en négatif. Et si on les cumule, qu'on fait la somme, on aura la balance entre deux joueurs. Et on va chercher les games aussi. Vous allez voir pourquoi. Je vous remets le schéma à côté, ce sera plus facile pour comprendre la requête. On part de game, on fait une jointure sur score. On est obligé de joindre 2 fois parce qu'on a 2 joueurs. Et la subtilité, c'est qu'on va faire en sorte que dans notre jointure, on différencie les 2 joueurs. Ensuite, on joint sur player pour obtenir les noms des joueurs parce que c'est quand même plus sympa pour nos affichages. Et là, je rajoute tout ce qu'il y a autour, mon select, vous voyez la somme du Elo Earn, tout simplement. Et puis ici, je suis venu filtrer sur un seul joueur qui s'appelle Tim, qui est une personne purement fictive, je vous rappelle. Et je fais un group by le P2, donc qui est l'opposant de Tim, pour pouvoir ensuite grouper la balance de Elo. Ça nous donne ce résultat-là. Donc pour Tim, si on prend la balance de Elo contre tous les autres joueurs, ce serait Pablo, a priori, son Némésis. Ce qu'on va pouvoir faire maintenant, c'est le faire pour tout le monde. Donc on fait évoluer légèrement notre requête. Plutôt que de mettre un where, je vais mettre un group by, player 1 contre player 2, et je vais changer légèrement le select aussi. Je vais dire que le player 1, c'est le joueur, et que le player 2, c'est l'opposant. Jusque-là, ça va aussi. C'est la même chose que précédemment, mais là, je l'ai pour tous les joueurs. Donc là, on a pour Alain, pour Amélie, pour Ben, contre chaque joueur, etc. etc. Tout ça, vous en doutez, on va le mettre dans une CTE. Et ce qui est assez cool, c'est que du coup, on a dans une table dérivée qui s'appelle Elo Balance, la balance de tous les joueurs contre tous les autres joueurs. Ensuite, ce qu'il va falloir aller chercher, c'est finalement le minimum. Parce que c'est lui, le Némésis, c'est celui qui est le minimum. Mais pour chaque joueur. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais faire une deuxième CTE où je vais avoir ici from ma CTE précédente qui se comporte comme une table. Et ici, je vais sélectionner le joueur et le min de la Elo Balance. Donc, je sais que pour Alain, sa balance de Elo la plus petite, c'est 201. Par contre, je ne sais pas encore qui est son Némésis. J'étais obligé de procéder de cette manière parce que comme j'ai utilisé une fonction d'agrégation, j'étais plus capable d'avoir l'opposant aussi dans mon résultat. C'est pas grave, je vais pouvoir exploiter ces 2 CTE dans ma requête finale. Et donc, je vais aller chercher le joueur, son opposant qui est son Némésis, parce que maintenant on le sait. Leur balance, je vais pouvoir en profiter pour l'afficher. Et finalement, je vais joindre mes 2 CTE entre elles et faire en sorte que la balance soit égale au minimum, tout simplement. C'est ce que je viens de vous décrire. Et voilà, ça donne ce résultat. Donc j'ai bien
Pablo qui est le némésis d'Alain avec une balance de moins 201, Dame qui est le némésis d'Amélie, etc., etc. Et vous voyez, cette requête qui paraissait complexe, on l'a décomposée en petits éléments qui sont faciles à comprendre, qui sont nommés, et à la fin, on a un résultat en une seule requête. Est-ce que ça va jusque-là? Je vois des oui. OK. Ça veut dire qu'on peut aller plus loin. On va faire encore plus de CTE. Dans l'exemple suivant, on va essayer de pousser un petit peu ce qu'on peut faire en restant quand même sur du multi-CTE avec du select. Une fonctionnalité qui pourrait être intéressante, c'est de détecter les tricheurs. Alors au ping-pong, tricher quand on est face à son adversaire, c'est pas très facile. Là, on parle plutôt de tricherie statistique. Un tricheur, ça pourrait être défini comme un joueur qui a joué peu de matchs par rapport aux autres et qui par contre a un Elo élevé par rapport aux autres. Pourquoi? Parce que quand on commence dans la saison, on a 1000 points de Elo et ensuite on va échanger des points avec nos adversaires. Si on perd, on en perd un petit peu, si on gagne, on en gagne un petit peu. Imaginez le scénario, il y a une saison qui se déroule. Quand les points s'échangent entre les joueurs, on se retrouve avec une échelle de Elo entre 1002, 1003 et 700, 800. Moi, si j'arrive en fin de saison à 1000 points, je suis déjà bien placé dans le classement. Ensuite, j'ai besoin de placer que quelques matchs et de les gagner. Et je peux finir la saison assez haut placé, et ce qui ne serait pas très représentatif finalement de mon vrai niveau. Alors, on va essayer de les trouver, ces tricheurs. On va parcourir un petit peu tout le modèle de données parce qu'on a besoin de lier les games à une saison et d'aller chercher le Elo de chaque joueur de l'autre côté. Mais vous inquiétez pas, on va faire ça au fur et à mesure. On commence du coup d'un côté par compter tous les matchs pour tous les joueurs. La requête ici, elle est assez simple. C'est un count étoile, group by player. Je vous passe les détails. Là, j'ai juste fait une petite jointure pour obtenir le Season ID parce que j'ai envie de me focus sur la saison 4, qui est quand même la saison de toutes les convoitises. Ça nous donne ça, voilà, le nombre de matchs par joueur. C'est là d'ailleurs où vous vous rendez compte que c'est une application purement fictive parce que sur une saison de 4 mois, qui pourrait faire 678 matchs? Ça, je vous le demande. Ensuite, on va calculer le 40e percentile pour essayer de trouver les joueurs qui ont joué le moins de matchs. Alors, qu'est-ce que c'est le 40e percentile? C'est le seuil en dessous duquel j'ai 40% des joueurs qui ont joué moins de matchs et au-dessus duquel j'ai le reste, les 60% des joueurs qui ont joué plus de matchs. C'est une valeur, et donc cette valeur, c'est 237. Donc ça veut dire que tous ceux qui ont joué moins de 237 matchs sont inférieurs au 40e percentile. Pour vous donner une idée, la médiane, c'est le 50e percentile. Ensuite, je vais pouvoir faire une autre CTE, c'est les joueurs qui ont joué le moins de matchs, tout simplement les joueurs dont le nombre de matchs est inférieur au 40e percentile. Et là, vous voyez, je mixe sous-requête et CTE. Je suis obligé parce que comme mon 40e percentile, c'est une agrégation, j'ai un seul résultat, il faut que je le récupère de cette manière. Comme quoi, on n'est pas fâché avec les sous-requêtes. Ça nous donne ce résultat-là pour cette CTE. Ensuite, on va faire l'autre côté. Les joueurs qui ont le plus de Elo. On va appliquer la même logique. On va calculer le Elo de chaque joueur. Alors, on n'a pas besoin de le calculer en réalité parce qu'il est déjà stocké dans la table Player Season. On va filtrer sur la saison 4. Donc, c'est ce résultat-ci. Vous voyez le Elo de chaque joueur pour la saison 4. Et là, de la même manière, on va aller calculer, par contre, ici, le 60e percentile, parce que finalement, ce qu'on veut, c'est les 40% de joueurs qui ont le plus de Elo. Donc, on va prendre ici, vous voyez la valeur du 60e percentile, c'est 1117. Donc, on va aller chercher les joueurs qui ont plus de 1117 Elo, qui est notre 60e percentile. Jusque-là, ça va. On a aussi des joueurs. Et finalement, nos tricheurs, c'est qui? C'est les joueurs qui sont dans les deux tableaux. Donc, notre requête principale, elle est très simple. C'est select étoile. Mes deux CTE finales, je join. Du coup, j'exclus tous ceux qui ne sont pas dans les deux tableaux. Le résultat, c'est Damien. C'est Damien. Donc Damien, qui bizarrement est arrivé premier de la saison 4. Bizarrement. Pour ça que ça m'avait un petit peu mis le doute au départ. Damien, c'est lui, hein, je vous le montre. Il est là aujourd'hui. Donc, si vous le rencontrez, n'hésitez pas à lui en faire part. Et vraiment, je dis ça avec aucune animosité, hein, vraiment, aucun problème avec ça. On va passer à la suite. Ça me fera du bien, je pense. On va essayer d'aller plus loin avec des CTE, avec des instructions de modification.
On va commencer par faire un update avec une CTE. L'exemple que je vous ai trouvé, c'est recalculer le Elo de tous les joueurs pour toutes les saisons en une seule requête et le stocker. Donc vous voyez, on va aller chercher le Elo Earned de chacun des matchs qui ont été joués. Et finalement, le cumul de ça, plus nos 1000 points initiaux du début de saison, ça va nous donner le Elo d'une saison et on va aller pouvoir le mettre à jour dans Elo ici de Player Season. On commence par calculer le Elo de chaque joueur. C'est une requête, elle paraît un petit peu velue comme ça, mais c'est juste qu'il y a beaucoup de jointures. Ce qui nous intéresse, c'est on a fait un petit peu tout le tour du graphe pour faire matcher la saison de la game avec la table Player Season. Jusque-là, c'est pas compliqué non plus. Et on a ici, finalement, 1000 plus la somme de tous les Elo Earn pour pouvoir recalculer la valeur du Elo. Ça nous donne ce résultat. Pourquoi j'ai utilisé les ID plutôt que les noms? C'est que ça va me permettre de faciliter mes insertions dans les tables de manière plus fiable. Donc là, vous voyez, pour le joueur 1, pour chacune des saisons, j'ai recalculé son Elo, etc., etc. Alors, c'est intéressant de l'avoir calculé, mais maintenant, ce qui m'intéresse, c'est de le mettre à jour. Et vous voyez ce que je peux faire ici, c'est un update en tirant mes données depuis ma CTE. Alors, PostgreSQL nous permet une syntaxe assez sympa, c'est le from que vous voyez ici. Je peux faire update from une table, et du coup, je tire mes données de cette table pour faire ma mise à jour. Donc, c'est bien ma CTE, je set le hello, et ici, j'ai juste un petit where à faire pour faire matcher finalement les colonnes d'ID de player et de season dans la table player season. Vous voyez, c'est une manière quand même assez élégante de faire une mise à jour de données qui peut paraître complexe. En plus, ça me donne l'avantage que cette première requête ici, je peux l'exécuter pour vérifier le résultat qu'elle me renvoie, être sûr que ça fonctionne bien, et ensuite faire une insertion de manière totalement fiable. Un autre exemple, ce serait de pouvoir supprimer des données, et là j'insiste sur le dans une CTE. Vous allez voir, c'est assez cool. La fonctionnalité, ce serait archiver les matchs trop anciens. Vous avez envie d'alléger une table qui a beaucoup trop de données, mais vous ne voulez pas simplement supprimer les données pour des raisons de performance, vous voulez les archiver pour ne pas les perdre non plus. Ici, le cas, il est très simple. Je vais sélectionner les matchs que j'ai envie de supprimer, et en gros, c'est ceux qui ont plus d'1 an, tout simplement. Ce que je pourrais faire, c'est comme précédemment, faire mon delete à partir de ma CTE. Finalement, c'est déjà bien en soi, parce que j'ai pu tester ce que j'avais envie de supprimer avec une requête select simple, la mettre dans une CTE et l'utiliser dans mon delete. Mais là, je vais aller un petit peu plus loin, c'est que je vais carrément mettre le delete dans une CTE. Vous allez me dire, à quoi ça sert? Une CTE, c'est censé retourner un résultat que derrière, je vais pouvoir exploiter. Et on peut faire ça. On peut faire ça en PostgreSQL, avec l'instruction returning. Toutes les instructions de modification, vous pouvez appliquer un returning et ça vous retourne les lignes qui ont été modifiées et vous pouvez choisir quelle colonne sur les lignes vous avez modifiées, retourner. Et donc ce résultat-là, c'est notre table dérivée qui s'appelle deleted scores et je peux l'utiliser pour faire une insertion dans une autre table d'archivage. Et ça, c'est quand même une manière assez élégante de réussir à manipuler nos données d'une manière performante, fiable, parce que j'ai pu tester les éléments à chaque étape, et sans circonvolution et manipulation intermédiaire, etc., etc. Returning, du coup, ça marche aussi avec insert et update. Ça peut être très intéressant pour vérifier aussi ce que vous avez modifié dans une table. Parce qu'on voit 1772 rows affected et on est en mode j'espère que c'est les bonnes. Là, vous pouvez le savoir. C'est pas implémenté en MySQL. Et là, je peux rien faire pour vous. Je suis désolé. Mais pour d'autres situations, je pourrais faire des choses pour vous, vous inquiétez pas. Est-ce que ça va toujours? Ouais, cool. Alors, on va vraiment passer aux choses sérieuses maintenant. Si vous avez entendu parler des CTE, vous avez sans doute entendu parler des CTE récursives. Et là, on rentre dans un terrain inconnu en SQL. Mais vous allez voir, c'est pas si compliqué que ça. Comment ça marche une CTE récursive? D'abord, on la déclare en mettant le mot-clé récursive. Et on va la construire de cette manière. On a un premier terme qui est le terme non récursif qui va nous permettre d'initialiser notre CTE avec un premier jeu de données. Et cet élément-là, il est exécuté une seule fois. Ensuite, on fait un union sur la partie récursive de la requête. Et celle-ci, elle est exécutée en boucle, tant qu'il y a des résultats.
Quand on est dans la partie récursive, on accède simplement au précédent résultat de la requête. On ne manipule pas l'entièreté du dataset qui a été généré, mais seulement le précédent résultat de la boucle. Et la CTE récursive, elle s'arrête quand? Elle s'arrête quand la partie récursive ne retourne plus de résultat. Donc il faut qu'on mette en place une condition d'arrêt pour pouvoir sortir. Alors est-ce que c'est vraiment récursif? Vu tout ce que je viens de vous dire, ça doit vous tiquer un petit peu. Je parle de boucle, d'itération. Bah non, en fait. C'est pas du tout récursif dans l'implémentation, c'est totalement itératif. Déjà, quand on a compris ça, ça va un petit peu mieux. En fait, la syntaxe est récursive, parce que vous voyez, je fais un select from CTE alors que je suis dans CTE, mais il n'y a que la syntaxe qui est récursive. La logique, elle est totalement itérative et ça rend les choses beaucoup plus simples. Je vous fais un exemple très basique pour que vous voyez ce que ça donne. Donc là, on a fait une CTE récursive qui est un générateur de nombres. Je commence par initialiser avec values de 1. Ça retourne 1. Juste là, on a vraiment innové. Ensuite, ce que je vais faire, c'est select n plus 1 depuis mon générateur. Donc, au premier tour de boucle, enfin finalement au deuxième, quand je rentre dans la partie récursive, j'ai déjà 1, je fais select n plus 1, ça fait 2, je n'accède qu'au résultat précédent, donc j'obtiens 2. Et ensuite, je vais continuer de boucler comme ça, en accédant à chaque fois au résultat précédent, donc 2 plus 1, 3, etc. etc. Et ici, j'ai mis ma condition d'arrêt, n inférieur à 8. Donc là, ça va boucler jusqu'à générer les chiffres de 1 à 8. Très utile en SQL. On va essayer de trouver un exemple plus intéressant. Là, ma requête principale, elle fait juste un select from generator. Bon, pas très intéressant non plus. Ce en quoi c'est intéressant, les CTE récursives, c'est principalement pour faire du parcours de graphe en SQL. Nous, ce qu'on va essayer de faire, c'est de construire le graphe des némésis. Parce qu'effectivement, si Amélie est la némésis de Pablo, que Pablo est le némésis d'Enid et que Enid est la némésis de Damien, vous vous rendez compte, ça fait un graphe. Alors, comment on va s'y prendre? On va d'abord précalculer les némésis dans notre base de données, parce que je vous ai montré qu'on pouvait le calculer tout à l'heure, mais quand même, pour pouvoir parcourir avec la CTE récursive, il faut que la data soit stockée, sinon ça va être vraiment compliqué. Ensuite, on va faire notre CTE pour parcourir ce graphe, et on va essayer d'obtenir les chemins qu'il y a à l'intérieur de ce graphe, pour ensuite pouvoir l'afficher. Ce sera assez cool, nous les humains, on préfère les dessins. Donc, on va faire ça ensemble. Je reprends la CTE de tout à l'heure, vous vous rappelez, pour calculer la balance de Hello entre les joueurs. Et ici, j'ai simplement filtré sur la saison 4. Ensuite, je recalcule le minimum du Hello, c'est la même logique. Et là, j'obtiens mes némésis. Mais à la différence de tout à l'heure, j'ai aussi mis ça dans une CTE parce que ça va me permettre de l'insérer dans une table. Et là, du coup, ça y est, j'ai stocké mes némésis. Je l'ai stocké dans une nouvelle colonne que j'ai appelée Nemesis dans la table Player. Là, d'ailleurs, pour le plaisir, j'ai utilisé Returning pour vous montrer ce que ça donne. Et donc, j'ai bien altéré la donnée et j'ai maintenant stocké dans ma table Player le Nemesis de chacun. Donc, on voit qu'Alain est le Nemesis de Tartare, etc., etc. Maintenant, on va commencer à parcourir notre graphe. Donc, on va créer la chaîne des Nemesis. Ici, je vais déclarer 3 colonnes, le nom du joueur, son Nemesis et un level, et vous allez voir en quoi ça nous est utile. On commence par le terme non récursif. Je sélecte le nom, le Nemesis, et 0 comme level, c'est le premier niveau de parcours de mon graphe, donc j'en suis au niveau 0. Je suis obligé d'avoir dans mon select du coup exactement les colonnes que j'ai déclarées dans ma CTE. Vous n'êtes pas obligé de le faire, il peut détecter automatiquement les colonnes dans votre select, mais là en l'occurrence ça nous est utile. Je pars de player, je join sur player season uniquement pour avoir la saison 4 à nouveau, parce que si je faisais tout le graphe, ce serait un petit peu trop lourd dans mon affichage dans mes slides. Ici, ça nous donne tout simplement ça pour le terme non récursif. C'est exactement le même résultat que précédemment. Je suis allé chercher tous les joueurs et leur némésis dans la table avec le level 0. Ensuite, je fais mon union. Et là, j'ai ma partie récursive. Je fais le même select. J'incrémente mon level de 1 pour dire combien de niveaux j'ai parcouru pour arriver jusqu'à ce résultat. Je fais à nouveau from player parce qu'il faut que j'aille chercher dans la table player finalement la personne suivante dans le graphe. Et comment je vais join? Je vais join sur ma chaîne de Nemesis, et c'est en ça qu'on est récursif ici. Et comment je fais ma jointure? Je fais ma jointure en disant que
le nom du Némésis que j'ai récupéré précédemment, bah, ça devient le nom du joueur que je récupère maintenant. Comme ça, je vais récupérer son Némésis et je vais pouvoir boucler comme ça indéfiniment jusqu'à arriver à la fin. Donc, on va se focus sur Alain. Pour faire un exemple, comme si on était en train de l'exécuter. Au deuxième tour de ma partie récursive, du coup, on a Pablo, qui est le Némésis de Tim, level 1. Ensuite, on a JD, qui est le Némésis de Pablo, level 2, etc. On avance jusqu'à s'apercevoir que finalement, ici, on a une boucle. Là, on rentre dans un cas intéressant quand on fait du parcours de graphe, c'est que nous, notre graphe, il est particulier, il est cyclique. On peut se retrouver bloqué dans une boucle entre des nœuds de notre graphe. Si je laissais ma requête s'exécuter telle quelle, j'aurais un beau timeout parce que il n'aurait jamais de la CTE récursive retournerait toujours indéfiniment des résultats et donc on ne pourrait pas sortir de la boucle. Comment on gère ce cas-là? Il y a un mot-clé tout fait qui est très très bien en Postgre, c'est cycle, qui permet de détecter les cycles. Qu'est-ce que ça va faire? Ça va détecter les cycles basés sur une colonne, en l'occurrence non, et ça va nous rajouter 2 colonnes automatiquement à notre CTE pour pouvoir piloter ça. Une première colonne qui est isCycle, qui va contenir un booléen que Postgre va mettre à jour automatiquement. False, vous en doutez s'il n'y a pas de cycle. Et true, ça va lui permettre de sortir de la boucle parce qu'à partir du moment où isCycle est true, on arrête. Et using path, qu'est-ce que ça veut dire? Il va créer une autre colonne qui s'appelle path, dans laquelle il va stocker un tableau de tous les joueurs qu'il a parcourus et donc qui est basé sur la colonne name qui est ici. Qu'est-ce que ça va donner ça? Ça va donner un résultat comme ça. Donc finalement, moi, j'ai rien eu à faire. J'ai pas eu à entretenir ces 2 colonnes. Il l'a fait tout seul. Et il a un tableau et il va vérifier à chaque fois qu'il parcourt un nouveau joueur qu'il n'est pas déjà présent dans le tableau. Et si c'est le cas, il va mettre isCycle à true. Cycle, c'est pas dispo en MySQL. Je suis désolé à nouveau. Mais, on peut le faire à la main. Si ça vous intéresse, je vous renvoie vers la doc de Postgre qui l'explique très bien d'ailleurs. C'est du pur SQL. C'est juste un peu plus relou de devoir le faire comme ça. Mais bon, on peut le faire. À la fin, on obtient ceci. On obtient tous les chemins possibles entre tous les Némésis. Et bien ça, on peut le prendre, on peut le mettre dans un petit outil de générateur de graphes, et ça nous donne ce résultat. Et vous la voyez, elle est là, la boucle. Elle est ici, voilà. La boucle des Némésis. On peut d'ailleurs voir des choses assez intéressantes, c'est qu'il y a des personnes qui sont plus le Némésis que d'autres, il y a des personnes qui sont des feuilles au bout de notre arbre, et donc du coup qui sont finalement nulles. Voilà. C'est assez intéressant ce qu'on peut faire avec ce graphe. Alors, on va essayer de faire un petit peu le bilan de tout ce qu'on vient de voir. Pour commencer, j'aimerais vous parler de performance. Les CTE, ça peut être très intéressant pour les performances parce que, en théorie, une CTE, elle est exécutée une seule fois. Et ça peut permettre d'éviter de répéter des traitements lourds parce que si votre CTE contient quelque chose de complexe, il est exécuté une fois et pas autant de fois que nécessaire dans la requête sous-jacente. Mais, si la CTE ne modifie pas les données ou qu'elle n'est pas récursive, elle peut être mergée par l'optimiseur dans la requête parente et du coup profiter des mêmes optimisations comme la réutilisation des index, etc. C'est un sujet un petit peu complexe. La réponse, c'est que ça dépend. Je sais que vous n'aimez pas du tout cette réponse, mais malheureusement, je ne peux pas faire autrement que vous dire ça parce que ça dépend du modèle de données, ça dépend du volume de données, ça dépend du query plan qui va être construit pour votre requête. Et du coup, il n'y a pas de réponse magique. Vous devriez utiliser une CTE dans ce cas-ci ou une sous-requête dans ce cas-là, etc. D'ailleurs, selon les cas, il vaut mieux utiliser une table temporaire, une vue, ça dépend vraiment. Ce que vous pouvez d'ores et déjà vous dire, c'est que vous aurez des problématiques vraiment liées aux performances quand vous allez atteindre des volumes de données complexes, enfin des volumes de données importants, pardon. Et globalement, laissez l'optimiseur faire son travail. Il est quand même très intelligent. Il y a eu beaucoup de travail donné là-dessus. Et tester pour comparer. Finalement, les avantages des CTE, c'est la lisibilité. Vous avez vu, on arrive à découper en petits morceaux, on arrive à comprendre facilement ce que fait chacun d'entre eux et on a un ordre de lecture de nos requêtes qui est beaucoup plus logique, même pour une requête complexe. Du coup, ça les rend plus maintenables aussi. On peut avoir des vrais avantages de performance, mais ça dépend des cas, malheureusement.
On a la récursivité qui est quand même une force et qui ne peut pas être fait autrement en SQL. Et même au-delà de la récursivité, vous avez vu dans les exemples que je vous ai donnés, ce serait compliqué de faire certaines des choses que je vous ai montrées en une seule requête, alors qu'avec les CTE, c'est possible. Ou vous devriez sinon passer par du traitement intermédiaire avec PHP, par exemple. Les inconvénients, il y en a assez peu finalement. C'est surtout un manque de maîtrise. Et donc, ça fait peur, du coup, on ne veut pas le faire et on ne veut pas le mettre dans nos projets. Et puis, bah, comment bosser avec les ORM? Et ça, eh ben, je n'y répondrai pas. Est-ce qu'il me reste un peu de temps? On a le temps pour une petite question. Si vous voulez vraiment savoir comment bosser avec les ORM, je peux vous le dire. Ouais? Ça tombe bien, j'avais prévu des slides pour ça. Alors, comment bosser avec Doctrine? Il y a 2 techniques, en gros. Je fais vite, c'est requêter des vues. En gros, à gauche, vous voyez, j'ai créé une vue. Ici, c'est des stats, on s'en fiche. Et je peux créer une entité qui est mappée sur cette vue. La subtilité, c'est qu'il faut qu'elle soit en read-only, ici, parce qu'une vue, on ne peut pas modifier les données. Et ensuite, là, vous avez vu, j'ai même été plus loin, c'est que dans ma vue, j'ai chopé des datas, mais j'ai joint sur player. Et ici, Doctrine, il est capable automatiquement d'aller me chercher mon entité que j'aime bien en PHP, tout ça automatiquement. Donc, c'est quand même assez balèze. Petit pro tip, c'est n'oubliez pas de mettre ça dans vos filtres, sinon vous allez être emmerdé quand vous allez mettre à jour votre schéma, etc. Deuxième technique, c'est Native Query Result Set Mapping. Au final, c'est la meilleure des solutions. Ici, j'ai ma requête avec ma belle CTE dans ma Native Query. Et ensuite, j'ai juste à créer un Result Set Mapping Builder pour que Doctrine sache comment mapper les champs qui viennent de mon résultat SQL vers des entités. Il est même capable de construire la select clause automatiquement en fonction des entités qu'on cherche à requêter. C'est quand même assez balèze. Et donc, c'est un poil plus complexe que ce que vous faites avec un Query Builder. Mais en réalité, ce n'est pas du tout insurmontable. C'est totalement flexible niveau SQL. On peut réhydrater du coup des vraies entités. Et ça marche même avec des scalaires ou des DTO. Vous pouvez tout mixer ensemble en une seule requête. Une partie d'entité, une partie de DTO, une partie de scalaire. C'est assez cool. Voilà.